Salut tout le monde! Bienvenue dans notre atelier Juristman. Alors, je sais pas si t'es en train de manger, de te maquiller, de faire je sais pas quoi, ou même peut-être même de travailler et que tu veux pas te sentir seule, bien je vais faire le bruit blanc. Donc, pour vous expliquer, là je suis en train, on est en train de gérer les petites étiquettes d'expédition pour le Jurist Mag. Quoi, tu ne connais pas le Jurist Mag? Malheureux! Il faut impérativement que tu ailles le télécharger. Je te montre ça. Tadam! Ça c'est le Jurist Mag et c'est gratuit. Et c'est sur ça du coup que je travaille. Et là je suis on est en train de préparer les étiquettes d'expédition pour le mois de mars. Ouais, faut faire gaffe parce que le numéro, les mecs ils sont chiants. Faut faire gaffe les prochaines fois. Enfin, c'est pas moi. Comment ça c'est pas toi, c'est toi qui viens de trancher là? J'ai pas tranché là, moi j'ai tranché de l'autre côté. Ah ouais, bon, faudra faire attention. Donc voilà, bref, le Jurist Mag du coup c'est le magazine des études de droit. Et c'est une idée qui est venue cet été. Ouais, c'est ça, je t'en ai parlé cet été, au mois de juillet. Et du coup, c'est un magazine gratuit parce que je voulais pas forcément créer un truc payant. Parce que je préfère que mon magazine et que mon travail soient vus plutôt que les gens payent cher pour l'avoir. Et ma volonté première c'était de permettre, puisque j'ai déjà créé la Jurist Day, c'était de permettre de faire un peu une Jurist Day version papier pour parler des professions du droit. En fait moi ce qui me frustre vraiment dans les études de droit c'est genre tout ce côté... on a l'impression qu'on est dans une voie et qu'on va être enfermé dedans. Et moi c'est le genre de truc qui me stresse vraiment dans la vie, c'est me sentir un peu genre oppressée en prison. En plus je suis un peu... comment on appelle ça claustrophobe. Du coup, je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, cette impression d'oppression, et bien dans les études de droit, je trouve qu'on peut avoir un peu ce ressenti-là concernant l'avenir, parce qu'on a l'impression un peu qu'on va être soit juriste, soit avocat si on se trompe, qu'on réussit pas le CNFPA, soit magistrat pour les meilleurs, et puis notaire pour ceux qui veulent être un petit peu originaux. Et en fait, grâce à la Jurist Day, j'ai découvert moi-même des professions que je ne connaissais pas du tout. Et pour moi, il y a vraiment une volonté de faire découvrir justement toutes ces professions, de permettre à des étudiants qui se retrouvent peut-être pas dans leurs études, justement de donner du sens à leurs études de droit en se disant mais en fait c'est vrai que moi j'ai pas envie d'être notaire, ni juriste, ni avocat, ni magistrat, mais en fait il y a plein d'autres voies qui s'offrent à moi et j'ai envie de montrer ça aux étudiants parce que je l'ai découvert moi-même. Et c'est justement ça que je veux mettre en avant, donc par la Jurist Day. Mais du coup le Jurist Mag il a ce rôle là puisque tous les mois eh bien j'ai vraiment à cœur de te montrer genre des métiers et très souvent j'en découvre moi-même, genre je vais sur les sites et tout pour évidemment regarder le parcours, regarder quelles sont genre les conditions d'admission, tout ça et les évolutions possibles. Et je trouve limite c'est plus rassurant en fait de se dire avec les études de droit c'est un chemin mais c'est un peu une autoroute en mode il y a plein d'issues possibles quoi. Je veux dire il y a plein de sorties de péage possibles. Et que c'est pas forcément une seule et même destination. Donc bref, là pour le mois de mars, je l'ai pas sous les yeux, mais qu'est-ce que j'ai... Oui, on va parler du métier justement de juriste, on a parlé du commissaire de justice, on a parlé du métier de greffier des tribunaux de commerce. Enfin bref, le but c'est vraiment d'aller chercher toutes les professions du milieu juridique. Des concours que vous ne connaissez pas, je suis persuadée, genre de toutes les écoles du service public, mais c'est des professions qu'on ne connaît pas. Pourquoi lui il a pas le Jurist Mag? Parce qu'il était déchiré. C'est le seul. Oh, désolée Charlotte. Je suis désolée Charlotte. Ce seront d'autres. Si tu es là et que tu as reçu ta petite étiquette sans ton logo, écris-moi. Donc bref. Donc là on découpe les étiquettes, après il faut coller sur les enveloppes. Alors, grosse histoire avec ce Jurist Mag parce que évidemment quand on fait un magazine gratuit, il faut quand même qu'il soit minimum financé parce que sinon c'est pas trop viable. Bon, pour le moment c'est pas tout à fait rentable mais c'est pas grave, genre je suis quand même contente de le faire. Puis ça le sera plus tard en fait, c'est pas la fin du monde, mais bref moi je voulais un petit peu limiter les coûts aussi, c'est un peu la stratégie, ce qui est normal. Et bref, tout ça pour vous dire que envoyer un Jurist Mag comme ça par la poste, si tu vas le peser là sur la balance de la poste, il te demande 2,80 € par magazine. Donc vous imaginez bien que si j'en envoie 100, ça commence à faire cher les envois quoi.
Donc j'ai dû faire un contrat avec la Poste, un contrat particulier, où je suis obligée d'en envoyer une certaine quantité chaque mois pour justement avoir un prix intéressant. Mais alors là, je pensais jamais de ma vie que je rentrerais dans ce type de contrat, parce que genre c'est un peu comme les magazines que tu reçois chez toi dans un papier avec tout plein de numéros et tout, t'as l'impression que c'est la folie, enfin que c'est compliqué. Et effectivement c'est compliqué. Donc moi j'ai un petit numéro d'identification, bref, pour justement voilà, envoyer mes magazines sans que ça me coûte un rein, voire deux. Donc voilà, et puis là je les ai pas encore les jouets Smack, genre je les ai commandés tout à l'heure. Non mais laisse comme ça, c'est pas grave, je le fais. Je les ai commandés tout à l'heure et on les aura mardi prochain. En vrai ça prend un peu de temps à être livré. Mais bon, c'est comme ça. Wow, joli. Cette précision. On a acheté cette petite hachette. Ah, j'ai failli couper les doigts. Non mais ça coupe pas. Hein. Ça coupe le papier mais ça coupe pas les doigts. Matériel professionnel. Tout à l'heure je l'ai fait, j'ai tout cassé. Ah là là. Tu veux mettre ton doigt pour voir si ça coupe pas. Et si tu veux le télécharger, ce que je t'invite à faire évidemment, c'est en lien dans la description. Voilà, donc voilà, il y a ça à faire. Et puis sinon j'ai fait quoi aujourd'hui? Je devais faire un sujet série FPA, mais j'ai été prise par plein d'autres choses. Donc faudrait que je le fasse demain. Je vais mettre un peu plus la pression en fait. Alors je suis pas assez dedans. En fait je suis prise par plein de trucs qui me stressent, genre la jurisdé, genre plein de trucs. Et du coup j'arrive pas forcément bien à mettre dans mes exercices d'examen. Mais ça va venir, genre je pense qu'après la jurisdé de Marseille, je serai beaucoup plus sereine d'esprit et j'arriverai plus à me concentrer. Mais là j'ai vraiment du mal à mettre dedans. Moi je trouve que Koh-Lanta à 21h15 c'est pas du tout raisonnable le mardi soir. Déjà d'où 21h15. Donc vive le replay. Parce que moi je suis désolée, mais je mange à l'heure des poules et je regarde un film à 20h. Et 21h15 je suis déjà dans mon lit limite. Donc si TF1 passe par là, parce que je sais que vous êtes pas loin, en tout cas un jour, peut-être, sachez que je suis mécontente des horaires de Koh-Lanta. Et je vais vous parler un petit peu de la clinique juridique. Parce que j'estime que c'est une excellente initiative qui doit être plus mise en avant. Enfin, je trouve que les gens ils ont un peu du mal parfois à communiquer. Je trouve qu'à la fac, la communication, enfin je connais pas de faculté qui a un système de communication qui est stylé quoi. Pourtant il y a plein de comptes Instagram qui existent maintenant dans les études de droit, il y a plein de choses qui se passent sur TikTok, il y a plein de choses sur Twitter, mais alors les facs de droit, elles ont vraiment du mal à se mettre dedans. Ce qui fait que ça donne pas envie quand ils parlent d'un truc. Genre même ils ont une bonne idée la fac, ils t'envoient un mail, t'as pas envie de le lire, genre tu sens que c'est de la merde. Alors que c'est pas de la merde, c'est juste qu'ils savent pas bonifier, enfin genre bien faire le truc. Donc moi, je vais vous parler de la clinique juridique. Qui est finalement présent dans beaucoup de facs. Moi je m'y suis inscrite cette année pour la première fois et en fait ce que j'ai kiffé c'est que c'est comme si t'étais un avocat, genre t'as des étudiants généralement, c'est pas que des étudiants, mais genre t'as des gens qui viennent te voir pour justement que tu les aides dans leur cas, donc tu peux avoir plein de gens différents, genre moi j'ai eu une petite vieille qui a eu des problèmes au niveau de son loyer, j'ai eu une étudiante qui a eu des problèmes avec son patron. J'ai eu un mec qui a eu des problèmes pareil avec son loyer et sur ses, comment on dit, ses charges. J'ai eu des créations de sociétés, des créations d'associations, des rédactions d'actes, enfin bref, de contrats. Du coup, je trouve que c'est vraiment une trop bonne opportunité parce que c'est vrai que quand on est étudiant en droit, genre on fait genre des cas pratiques, des dissertes, des commentaires, c'est bien tu vois. Mais ça te permet pas de vraiment être dans le feu de l'action. Et quand tu es à la clinique juridique, tu es face à des gens qui sont généralement des profanes et qui attendent trop de toi. Genre ils te regardent avec leurs petits yeux, ils sont PLS, ils veulent trop que tu les aides. Et là vraiment tu te prends un petit coup de boost, tu te dis bon là t'es pas en train de flâner tout devant ton cas pratique en te demandant si tu vas le finir demain ou tout à l'heure. Mais vraiment en te disant là la personne elle a besoin d'une réponse, elle a besoin d'être orientée. Elle a besoin vraiment d'avoir une écoute en fait. C'est vraiment une écoute, c'est limite psychologique parce qu'on peut pas donner de conseils. On n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas des avocats, mais on est là aussi pour vraiment apporter ce côté bienveillant
ce côté je suis à l'écoute, tempérer un peu aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui sont très énervés, alors que parfois il suffit juste de tempérer un peu. Et du coup, bah, franchement, je trouve que c'est une super bonne expérience, humainement. Professionnellement, évidemment, je trouve que ça apporte beaucoup, et surtout pour des étudiants genre, qui n'ont pas forcément de stage, qui peuvent pas, genre moi par exemple, j'ai jamais fait de stage en cabinet d'avocat, et parce que j'ai jamais eu l'opportunité, donc je sais pas trop ce que c'est le métier d'avocat. Mais grâce à la clinique juridique, j'arrive mieux à me projeter. Alors ça veut pas dire que c'est pareil, évidemment qu'il y aura des similitudes et des choses qui seront différentes, mais grosso modo ça permet quand même de se projeter dans le métier et de voir un peu si on est capable, si on se sent à l'aise aussi. Il faut savoir se sentir à l'aise avec les gens, leurs problèmes, quelles sont les premières paroles, parce que t'es pas là non plus pour leur donner une solution tout de suite, parce qu'à la clinique juridique, genre t'as rendez-vous avec la personne, elle t'explique son problème, t'es pas censé l'orienter tout de suite. Tu prends les notes, ensuite tu travailles de ton côté chez toi, t'as une semaine pour faire un cas pratique en fait. Tu dois juste faire ton petit cas pratique, tu l'envoies à un prof qui te le corrige, parce qu'évidemment il faut que ça soit juste. Et ensuite tu as un nouveau rendez-vous, donc 2 semaines après le premier rendez-vous, avec la personne pour lui donner un peu le débrief. Et du coup, le premier rendez-vous, t'es là aussi pour, comme je te le disais tout à l'heure, genre vraiment t'es en mode... t'écoutes la personne profondément, t'es vraiment genre dans l'empathie un peu. Et ça, je trouve ça hyper chouette parce que on n'a pas trop l'habitude de le faire. Et je trouve que ça ressource un peu dans l'ADN de ce qu'est un avocat quand même. Enfin oui, c'est un conseiller, c'est un avocat, c'est une personne qui va venir te défendre. Mais c'est un métier qui est très humain. Et bref, la clinique juridique là-dessus, elle nous forge vis-à-vis de l'humanité du métier. Et ça, je trouve c'est très très chouette à faire. Et du coup, des cliniques juridiques, il y en a dans de nombreuses facs maintenant. Donc, faudrait que tu vois, genre, si tu as une fac avec une clinique. Ça se démocratise de ouf. Enfin, après, t'as des cliniques qui sont grosses, d'autres qui sont plus petites et tout. Moi, je suis à la clinique de Lyon 3, elle est très bien. Genre, je trouve que c'est très bien organisé, c'est beaucoup de travail en vrai. Mais je trouve ça très bien fait. Et en vrai, si ça n'existe pas dans ta fac, n'hésite pas à en parler avec un de tes profs, parce que c'est vrai qu'une clinique juridique, c'est pas des étudiants qui vont mettre en place une clinique. Il faut qu'il y ait un prof derrière, évidemment, il faut être soutenu. Hein. Mais si vous faites une collab avec... Enfin, moi, je vous explique comment je ferais si je voulais mettre en place une clinique juridique. C'est vraiment, tu te mets avec des profs qui sont... que tu trouves sympas, déjà, avec qui voilà, tu échanges bien, que tu sais qu'ils sont assez proches des étudiants. Ensuite, tu te mets avec les élèves avocats de l'école des avocats la plus proche de chez toi. Tu leur demandes si ça peut les chauffer, etc., si ça les intéresse. Et ça peut les intéresser parce que je pense que ça peut leur faire valider certaines heures pour un truc ou je sais pas quoi. Pour leur formation en tout cas. Et tu essayes de faire ce côté tripartite entre les étudiants de la fac, ou les professeurs de l'université et les étudiants, les élèves avocats. Et tu proposes, enfin tu essayes d'initier ça, ou en tout cas de poser la question, parce que ça se trouve c'est déjà en cours, ça se trouve c'est pas possible parce que telle ou telle raison. Mais en vrai c'est hyper enrichissant. Et en vrai, souvent je réfléchis genre comment je ferais si j'étais doyen, genre si je devais réinventer la fac de demain. Et les cliniques juridiques, en vrai, en licence, j'appellerais ça des ateliers, genre ce serait des cours obligatoires de conseil et tout, avec des cas fictifs, mais obligatoires en licence. Et à partir de la L3, parce que là maintenant c'est Master 1 pour rentrer dans une clinique, ce que je trouve un peu tard, en toute honnêteté. En L3, je proposerais genre un DU clinicien du droit avec un truc vraiment plus pratique, toujours chapeauté avec des élèves avocats et tout, hein, pour pas qu'un étudiant de licence se retrouve avec un cas tout seul évidemment. Et que ça soit valorisé évidemment dans le CV et comme ça peut l'être également dans certaines universités, dans ta moyenne générale, parce que c'est beaucoup de travail hein, quand même derrière. Enfin, je sais qu'à Lyon 3 c'est une bonification qui est accordée, et ce que je trouve très, très bien parce que c'est important, c'est très très important même. Et ça permettrait... Oula, je baille. Pardon. Mais ça permettrait quand même à pas mal d'étudiants de se projeter un peu plus dans la profession et de savoir
si vraiment ils sont faits pour ça. Et j'aimerais bien décliner décliner un peu ce concept dans d'autres professions du droit. À voir comment ça peut se mettre en place, mais ça peut se décliner en tout cas, donc je trouve ça assez intéressant. Et bref, tout ça pour te dire que s'il y a une clinique juridique enfin, je suis proche de ta fac, tout ça, pose-toi la question, en tout cas, vas-y au moins une fois, fais un dossier une fois, ça va te prendre quelques heures, même pas, hein, ça va te prendre 1 heure dans ta semaine, et fais le bilan parce que ça se trouve, tu peux vraiment te rendre compte que ça te plaît. Parce que parfois on peut être enfermé, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent être avocats, et d'autres, il y a des étudiants qui se disent jamais je serai avocat, mais il faut essayer un peu. Et pour essayer, alors oui il y a des stages, mais les stages, bon, c'est un point de vue très particulier, mais la clinique juridique ça peut donner une première, je sais pas comment dire, mais une petite initiation, parce que c'est évidemment pas, attention, hein, je veux pas des esclandres et tout, des gens qui commencent à me dire ouais ça n'a rien à voir, machin, ça a à voir un peu, sinon ça serait pas créé en fait. Mais évidemment qu'il y a des choses qui diffèrent, évidemment. Mais je trouve ça assez chouette. Bon, je cherchais des enveloppes pour scotcher ça et j'arrive. Je suis de retour avec mes enveloppes. Merveilleux. Alors, moi je travaille toujours avec du bazar. Mais sauf que là, si Gabriel vient, il va me dire non. Donc, on va ranger. Sinon, non. Je mets ça où, Gab? Ça a pas besoin de YouTube un peu, les gars. Il y a un truc que j'ai dit à Gab, il n'y a pas si longtemps, mais c'était un peu plus au début de ma chaîne YouTube. Quel est le type de contrat qui me lie avec YouTube? Parlons-en. Parce que quoi qu'il en soit, la monétisation, quand j'ai été monétisée 8 mois, à peu près. Gab, j'ai été monétisée 8 mois après l'ouverture de ma chaîne? Non, 6. 6 mois? Bon, on va dire 6 mois. Et du coup, bah, du jour au lendemain, j'ai vu que chaque jour, je générais de l'argent. Alors bon, on sera sur direct, hein, au début, évidemment, et puis même encore maintenant, c'est pas... c'est bien, hein, mais c'est pas des madames non plus. Hein. Surtout au début, c'était à coût de 3 € par jour, quoi. Donc c'était franchement pas énorme, mais bon, après, je vais pas me plaindre. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de les coller alors qu'il n'y a pas de magazine dedans. Ah oui, c'est des boulettes. Ok, je suis complètement stupide. Bon, c'est pas grave. On laisse se sécher. Bref, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, quand j'ai commencé à être monétisée, je commençais à gagner 3 € par jour, 4 €. Et je me suis posé la question de savoir finalement quel contrat me lie avec YouTube, mais surtout qu'en fait, c'est pas du tout sécurisant de baser quelque business que ce soit sur YouTube. Tu vois, genre quand je vois les youtubeurs, les grands youtubeurs, Squeezie, tout ça, eux ils vivent de ça, ils vivent de YouTube. Heureusement, maintenant ils ont d'autres sociétés, hein, évidemment. Mais je me dis, punaise, c'est chaud parce que du jour au lendemain, en fait, déjà, c'est YouTube qui choisit combien tu vas être rémunéré, entre guillemets, en fonction des pubs, tout ça. Moi, c'était 3 € par jour. En fonction du RPM, ça peut augmenter, mais même le RPM, tout ça, on n'a pas du tout la main mise dessus, genre on sait pas. Ça se trouve, il y a des gens, évidemment, qui ont des RPM beaucoup plus élevés. Moi, j'ai un RPM, je sais plus à combien, mais peu importe. Mais ça, tu vois, genre, il n'y a pas, comment dire, un manque de transparence à la limite. Bon, tout ça pour vous dire que les gars, attendez, on met ça à l'endroit. Que je trouve que, enfin, je sais pas, YouTube, moi j'aime trop, genre évidemment que mes vidéos, je suis super contente, je suis très contente d'être monétisée parce que évidemment ça me permet de me générer des petits revenus et je crache pas dessus parce que je suis étudiante et bref, voilà quoi, c'est mon travail qui paye, entre guillemets. Et par conséquent, je me suis vraiment posé la question de savoir, et du jour au lendemain, genre d'un coup ça arrête de monétiser parce que YouTube décide que t'es monétisé finalement que si t'as plus de 100 000 abonnés et que t'as fait plus de, je sais pas, 5 millions de vues. Bah en fait, moi j'ai aucun pouvoir pour dire à YouTube, mais non, mais c'est injuste, avant c'était pas comme ça. Par exemple, actuellement, pour être monétisé, il faut avoir 4000 abonnés, non, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je crois que c'est le, enfin moi en tout cas à mon époque, c'était les conditions. Donc très bien, mais en fait, du jour au lendemain, ça peut changer. Et d'ailleurs, c'était le cas parce que Gabriel, quand il a ouvert sa chaîne YouTube il y a peut-être 10 ans, même plus, et bien les vidéos YouTube étaient monétisées dès le début. Donc Gabriel, il avait des petits sous sur sa petite chaîne YouTube d'ado là, sauf que bon voilà, du jour au lendemain ça a changé comme je vous dis, et on est parti sur
sur une monétisation à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc du jour au lendemain, Gabriel, il a pu avoir ses sous. Et bon, ce n'est pas grave, il a vu 20 balles, hein, c'est pas non plus... Voilà, mais bon, peu importe, ça pourrait être beaucoup plus. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas... Enfin, en vrai, juridiquement, c'est assez intéressant d'imaginer quel type de contrat c'est entre YouTube et les créateurs de contenu. Parce que justement, il y a quand même ce côté... ouais, comment dire... instable, quoi. On prend Norman. Bon, ça me regarde pas ce qui s'est passé. Hein. Je suis pas là pour savoir si... oui, non, témoignage, c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, j'estime que l'affaire, elle est comme elle est, point. Mais n'empêche que YouTube a pris la décision de démonétiser sa chaîne. Et c'est une lourde décision pour un procès qui n'était même pas encore rendu sur une affaire qui ne concerne en rien YouTube en soi. Je veux dire, c'était l'histoire de Norman, point terminé. Et pour tous ces trucs-là, je trouve ça chaud, quoi. Genre, c'est une mainmise quand même qui est assez forte. Bon, l'histoire de Norman n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en gros, c'est juste pour vous montrer un peu, genre... il n'y a pas de certitude, quoi. Genre, du jour au lendemain, YouTube peut tout enlever, quoi. Et pareil pour... je sais pas si vous avez suivi... Oh, punaise. Mince. Je sais pas si vous avez suivi, mais... mince. Bon. Tant pis. Je l'enverrai pas, c'était une pub, c'est pas grave. Les gros mots. Maintenant, YouTube supprime les gros mots, enfin je veux dire démonétise les chaînes qui disent des gros mots. Mais surtout ces trucs-là, nous quand on valide, quand on met une vidéo sur YouTube, on nous fait remplir quand même pas mal de petites cases et formulaires, savoir si notre contenu il est adapté, s'il y a des vulgarités, si je sais pas quoi, enfin bref. Moi je fais ça de façon très automatique parce que je sais très bien que dans mes vidéos, j'insulte personne et que bref mon contenu il est pas polémique. Entre guillemets, enfin je veux dire, il pose pas de problème. Mais il y a quand même toutes ces clauses-là. Et justement, du jour au lendemain, il y a cette condition supplémentaire qui débarque. En mode, toutes les vidéos qui disent des gros mots, elles sont démonétisées et c'est rétroactif. Et vas-y, il n'y avait aucun contrat qui nous protège. Hein. Il n'y a rien, rien du tout. On accepte les conditions d'utilisation, terminé, bonsoir, c'est comme ça, et tu te plains pas. Et je trouve ça assez dur, hein, qu'on se le dise. Et surtout très instable. Parce que c'est quand même une mainmise sur notre travail. Hein. Le contenu YouTube, du jour au lendemain, imagine, il y a un bug YouTube. Bon, je sais que ça va pas arriver du jour au lendemain, mais peu importe. Genre d'un coup, imagine, il y a un gros bug qui fait que toutes les vidéos sont supprimées. Tu fais quoi? Alors moi, je suis désolée, j'ai fait 400 vidéos, je sais plus combien. Du jour au lendemain, je vais sur ma chaîne, tous mes abonnés sont partis, tout mon travail a été supprimé. À cause d'un bug général de YouTube. T'imagines? Bah moi j'ai pas les moyens de contacter YouTube, de faire une réclamation, de demander des dommages et intérêts. Ça marcherait pas. Hein. Donc bref, c'est des questions que parfois je me pose, je me dis... alors depuis que j'ai fait ce constat-là, mes vidéos YouTube, je les ai vraiment conservées dans dans mon disque dur. Parce que bon voilà. En fait, ça me saoulerait de tout refaire. Genre, évidemment que mes vidéos, je vais les refaire un jour, je vais les mettre à jour, etc. Mais là, si ça arrive demain, ça tout, hein, je vous le dis. C'est beaucoup de travail quand même. Enfin, genre, ça arrive pas comme ça. Donc, bref. C'est assez dingue quand même. C'est assez dingue. De la même manière que, genre, il y a des. Sur une vidéo YouTube, tu peux choisir quand tu es monétisé de mettre telle ou telle pub à tel moment. Et il y a aussi les pubs qui se font imposer par YouTube. Où genre tu peux pas choisir si oui ou non tu mets telle ou telle pub. C'est d'office. Putain, j'arrive pas à enlever ce truc. Oh, la galère.
Et B, il y en a du taf. Ah oui, et aujourd'hui, c'est ça aussi qui m'a pris pas mal de temps ce matin. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, je propose maintenant un truc sympa. Ah ouais, je suis sympa. Je suis sympa. Punaise, j'arrive vraiment pas à décoller ce truc, ça c'est pénible. Je propose des cours de soutien de 20 minutes gratuitement. C'est vraiment gratuit, hein, il n'y a pas de loup, hein, c'est vraiment gratos. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais vous expliquer. Mais bref, toutes les semaines, il y a 6 créneaux de cours particuliers que je propose de 20 minutes. Alors, c'est pas des cours particuliers du tout, hein, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment genre, imagine, tu as fait ton TD ou tu es en train de le faire, tu bloques, tu fais vraiment, genre, tu te sens vraiment paumé, tu sais pas comment avancer, ou tu doutes, ou tu as peur, ou je sais pas, moi, ton prof il va te ramasser et tu as envie de faire vérifier quand même ton travail, ou tu t'hésites entre deux plans pour ton cas pratique, ou je sais pas quoi. Bah justement, je trouve que je trouvais ça cool de pouvoir du coup vous aider. Surtout que je reçois beaucoup de messages tous les jours de bonjour, voilà, j'ai ça à faire, machin, est-ce que tu peux m'aider? Mais sauf que sur Instagram, c'est écrit tout petit, on voit rien, et les gens nous font des captures d'écran, c'est compliqué quoi. Donc là, je me suis dit, bah vas-y, je vais vraiment faire ça. Donc je me lance le défi sur 4 semaines, ce qui est déjà pas mal. Et j'aide aussi pour la sélection master, à relire les lettres de motivation, les CV, etc. Que je trouve assez cool. J'avais fait à la Juris Day, j'avais trouvé ça trop bien d'accompagner justement les étudiants. Et bref, du coup, vous pouvez vous inscrire. Pareil, c'est sur mon site internet. Alors par contre, la particularité, non, c'est pas sur mon site internet, non. Je dis n'importe quoi. Il faut aller sur mon compte Instagram, en fait. J'ai mis une page cachée. Il n'y a que mes abonnés qui peuvent, du coup, être au courant de ça. Et il y a un mot de passe qui change toutes les semaines pour accéder à cette page. En fait, la seule condition, donc ça peut vous pouvez voir ça un peu comme le paiement, pas vraiment un paiement, mais c'est simplement qu'il faut être abonné à mon compte Instagram. Donc voilà, vous pouvez voir ça comme un paiement. Après c'est une contrepartie quoi, genre je travaille gratuitement pour vous, mais moi ce dont j'ai besoin c'est que derrière ça soit vraiment des gens qui me suivent au quotidien, parce que c'est mon travail en fait de faire du contenu. Donc voilà, vous savez tout de ma vie. Allez. Punaise, j'ai tout déchiré, wesh. Oh là là. Par contre, ouais, hop. Hop là. Ah là là, la vie d'entrepreneur, les gars. C'est là qui veulent être entrepreneur par là. Un conseil. J'ai encore plein de trucs à apprendre. Pouf. Mais un conseil. Créer. Créer. Du vrai mot créer. Inventer. Innover. Partez pas de l'idée de quelqu'un d'autre. Transformez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Ne dérivez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Vraiment créer. Faites quelque chose. Venez apporter une solution à un besoin. Venez vraiment... Voilà. Soyez en phase avec vous-même. C'est important. Et c'est comme ça que vous serez épanoui aussi. C'est important, important. Oui. Oui. Aujourd'hui, dans 25 jours, c'est mon anniversaire. Dans 25 jours, j'ai 25 ans. Les gars, j'ai 25 ans. En fait, ça me fait trop bizarre. Vraiment. Parce que... pourtant, je m'en fous complètement de l'âge. Hein. Je suis vraiment quelqu'un qui en a rien à battre. Mais là, 25, je sais pas, ça me fait bizarre. Je me dis... c'est marrant quand même. Genre, 25 ans, je m'imaginais pas comme ça. 25 ans, je pensais que je serais belle et tout, vas-y, j'aurais des beaux sacs. Bon, je suis mariée. Tic. Je pensais que j'aurais déjà des enfants, un travail. Je suis là en train de coller des étiquettes et de me battre avec une scie, une machine à découpage. Mais faisons le bilan de ces 25 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 25 ans, les gars?
partie de ma vie, jusqu'à mes 11 ans. Enfance heureuse, tranquillou bilou, petite famille sympathique, frères et sœurs. Ensuite, on est parti faire un tour du monde. J'en parle jamais sur cette chaîne. Un jour, j'en parlerai un peu plus, mais là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Oula. Enfin, c'est pas compliqué, non, c'est pas pour faire du mystère. Mais c'est pas forcément le sujet le plus adapté. Donc voilà, il y a ça, ma première partie de vie. J'ai été scout pendant très longtemps. J'étais du coup Jeannette. Oui, enfin, pour ceux qui connaissent. J'ai été en classe musique toutes mes années, jusqu'à la seconde. En fait, nous, on était dans des classes, on était à l'école publique, et il y avait des classes qui s'appelaient CHAM, classe horaire aménagée musique. Et moi, dans ma famille, la musique, c'est quelque chose qui est très important. Du coup, bah, nous, c'était un peu genre la voix normale, quoi. Et du coup, bref, bah, j'ai été dans la même classe avec les mêmes élèves jusqu'à la seconde, du CP, enfin CE1 jusqu'à la seconde. Ça, c'était vraiment sympa, parce qu'on se connaissait tous, genre c'était notre classe, c'était la famille, quoi. On s'aimait pas tous, hein, mais n'empêche qu'on on a grandi ensemble, et vraiment, si on avait certains avec qui j'étais dès le CP, dès la maternelle. Mais qu'est-ce que je dis, dès la maternelle? C'est marrant quand même. Mais on se parle plus. C'est tous très, très bien connus, je pense qu'on s'est trop vus. On s'est trop vus pendant 15 ans. Dans 15 ans, peut-être qu'on aura 30 ans, on sera contente de se retrouver, quoi. Mais là, on avait besoin de faire tous un break, je pense. Ah là là. Mais bref, du coup, petite enfance, musique. Moi, j'ai fait de la flûte traversière, mon Dieu, les gars. Je me suis fait virer du conservatoire 3 fois. Faites mieux. Puisque j'étais en classe horaire aménagée musique, j'étais obligée de faire un instrument, sauf que moi, les instruments, tout ça, ça ne m'intéressait pas. J'aimais pas ça. En plus, bah voilà, de la flûte traversière, j'étais une petite fille un petit peu... J'étais sage, mais... Bon, j'étais très speed, en fait. J'aimais bien faire du sport, j'aimais bien courir, j'aimais bien jouer au ballon, tout ça. Et la flûte traversière, c'était trop calme, genre c'était trop gnangnan pour moi. J'étais pas particulièrement fan de jouer à la poupée, tous ces trucs-là, même si j'aimais bien avec mes sœurs, c'était pas non plus mon dada. Mais la flûte traversière, ça a été un instrument qui ne m'a pas du tout convenu. Enfin, je trouve qu'un instrument de musique, ça se choisit en fonction aussi un petit peu du caractère. Et sauf que quand t'es en CE1, c'est pas tout à fait toi qui choisis ton instrument, ce qui est normal, hein, tout à fait. Donc ma mère, bah bref, elle a cru bien, et je pense que c'est tout à son honneur, que je choisis de la flûte traversière. En plus, ça m'avait acheté ma propre flûte traversière et tout. J'étais super fière, hein, franchement, je peux pas. Hein. Mais c'est juste que bah, c'était pas tout à fait en lien avec ma personnalité. Du coup, ça matchait pas bien. Et les cours de solfège, mais je travaillais rien du tout. J'ai redoublé 15. Oh là là. Et j'ai fini par me faire renvoyer. Plusieurs fois. J'ai fini en classe CHAM, et du coup, je faisais plus d'instruments de musique parce que vraiment, ça me saoulait. Après, je me suis fait taper aussi par mon prof de musique. Genre, mon prof de flûte traversière, il me donnait des claques quand je me trompais de notes. Alors du coup, à chaque fois, j'étais... Bon, ça, j'ai pas été violentée non plus, mais c'est juste... ça m'a un peu saoulée, je pense, sur le moment. Et bref, ça m'a pas forcément aidé. Vous embêtez pas, enfin, vous stressez pas, hein, je me suis pas fait battre non plus par mon prof de musique. Et bref... Et ensuite, bah, du coup, je faisais que du solfège. C'était la condition pour que je reste dans la classe CHAM. Que je reste avec mes potes et tout, puis bon, c'était quand même les classes qui étaient un petit peu plus élitistes, donc ma mère elle était quand même contente que je reste dans ces classes-là. Et bref, du coup, bah, j'étais inscrite au conservatoire, mais juste pour faire du solfège, j'étais juste pour le truc chiant, quoi. Alors j'avais même pas d'instrument. Bon, bah, c'était passionnant, les gars. Et à l'époque, j'étais quelqu'un, en tout cas, j'étais une jeune fille, une ado, très dans l'humour, la blague, faire des bêtises, mais rigoler. Et je me tapais des barres avec les profs de musique qui en avaient ras-le-bol de moi, mais ils me trouvaient super drôle parce que c'est vrai, j'étais quand même super drôle. Et bref, tout ça pour vous dire que bref, bah à la fin, oui, j'étais drôle, mais ça suffit pas, quoi. Et je le disais, mon prof de musique, il disait, mais Constance, il faudrait que tu fasses du théâtre et tout. Moi, c'était mon rêve de faire du théâtre.
Je voulais faire du cinéma, je voulais... Peut-être qu'un jour j'en ferai. Je verrai. Si j'ai l'opportunité. J'ai déjà passé un casting, enfin plusieurs castings. Quand j'étais petite, genre je fouinais tous les castings. Je me souviens, je rentrais de l'école, je regardais les annonces de casting et tout. Mais je regardais ça toute seule comme une folle en plus. Hein. Donc, tu sais, hein, quand t'es mineur, t'envoies des mails avec des photos de toi et tout à des gens que tu connais même pas, wesh. Quand j'y pense, la folle. Bref. Il m'est rien arrivé, mais bon, il aurait pu m'arriver des casseroles. Et bref. Du coup, bah, je voulais faire du théâtre, mais c'était pas tout à fait du coup. Parce que comme je vous ai dit, la musique c'était une part importante. Si j'étais née dans une famille où le théâtre était important, j'aurais fait du théâtre. Mais bref, c'est pas grave, c'est des choix d'éducation, hein, ça n'a rien ça n'a pas impacté ma vie non plus. De ouf, mais c'est juste que moi j'aurais voulu faire vraiment du théâtre et tout, faire. Enfin, c'était surtout le cinéma, c'était pas tant le théâtre que ça, mais c'était vraiment, je voulais faire du cinéma, genre c'est quelque chose en moi. C'est pour ça, là, quand je fais des vidéos YouTube, c'est pas pareil, mais bah, je me crée mon propre cinéma, quoi. Sauf que, vous en faites pas, hein, je suis pas en train de jouer un rôle. Quand je vous dis des trucs, c'est des trucs vrais. Mais bref, du coup, voilà, pour ma première partie de vie. Ensuite, collège. Rien de très palpitant. Oh, collège à peu près normal, hein, franchement. Bon, il y a eu 2-3 petites retournements de situation dans ma vie personnelle, mais bon, c'est pas grave, ça forge. Ça forge la personne. Ça crée l'ambition, ça crée le désir, ça crée des frustrations aussi. Et ça, c'est assez important. T'as vu ? Et Gabriel par la fenêtre, c'est marrant. Donc je suis en train de parler. Et quoi d'autre? Et du coup, bah... Ah punaise, mais j'arrive pas à décoller ce truc. C'est vraiment une chienlit. Et du coup, bah, collège normal. Alors, lycée catastrophique, les gars. Putain. Le lycée, la pire période de ma vie. Hein. J'ai détesté le lycée. Je me suis pris des gros trucs là en seconde. Avec des notes de merde et tout. J'ai fait redoubler ma seconde. Après, je voulais aller en terminale S. Pour finalement redoubler. Super. Tu perds tous tes potes. Pour ensuite redoubler en repassant le bac de français, le TPE. Oui, les gars, oui, vous avez bien entendu. Tout ça, 2 fois. Eh ben, super. Pour finalement faire une terminale ES. Tout ça pour ça. Et oui, tout ça pour ça. Mais bon. Life is life, j'ai envie de dire. Ça a été? Il a fait son pipi? Ouais. T'es parti vachement longtemps? On allait jouer dans le... Ah, c'est bien. à côté du parc, on a plus le droit d'aller. Ah, t'as creusé le proprio? Non, mais celui juste à côté, là où il y a du béton. Ah, attendez, faut qu'on vous raconte quand même. Et je vais appris à jouer là-bas sans aller. Je vais apprendre aussi à ne pas aller du tout de l'autre côté là-bas. Ah, c'est bon. En gros, Buzz, qui est un petit chiot, il y a un petit parc à côté de chez nous. Bon, c'est une propriété privée, mais vous savez, c'est un parc où il y a des arbres, il y a de l'herbe, enfin bon, c'est un parc quoi. Un petit parc en plus, il y a une petite clôture. Mais genre, il n'y a personne qui y va. Donc nous, on avait mis notre Buzz pour qu'il joue avec sa balle quoi. Et à un moment, il y a un mec, plus moi je le faisais pas mal le midi, et d'un coup, il y a un mec, un propriétaire, je pense, qui s'est ramené et qui a commencé à nous dire d'enlever notre chien, que c'était une propriété privée. Le mec, il faisait son propriétaire en mode j'ai fait mon prêt de 300 000, j'ai mon appartement, et justement, ce petit bout de terrain que vous utilisez, c'est de ma propriété. Enfin bref, je sentais vraiment le propriétaire un peu vénère quoi. Alors que personne n'utilise cette partie. Enfin bref, je trouve ça un peu dommage parce que, encore une fois, je faisais le mal à personne quoi. Je voulais juste jeter la balle de mon chien. En plus, je lui avais dit, s'il fait ses besoins, je vais ramasser. Le mec voulait rien savoir, mais complètement toto. C'est chiant les gens comme ça. Mais bon, faut de tout pour faire un monde. Bref, revenons-en à nos moutons. Et oui. Donc, lycée Kata, chiant. Hein. Franchement, le lycée c'est vraiment chiant.
En fait, moi, je voulais être en pension depuis la 5e. Genre, c'était mon rêve. En fait, j'avais trop regardé... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, ce film? Wild Child. Je sais pas si je dis bien. Trop bien, ce film. Voilà. Bah, du coup, moi, je voulais vivre ma vie comme ça. Et en plus, j'avais plein de mes potes qui étaient justement en pension. Parce que moi, j'étais à Chalon-sur-Saône. Et du coup, bah, il y avait le lycée public. Enfin, il y en avait plusieurs, mais bon, c'était pas des lycées de renom. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien. Et bref, du coup, il y avait pas mal de mes potes qui finalement partaient au lycée à Lyon. Mais sauf que ma mère, bah, elle avait pas forcément l'argent pour me mettre en pension, parce que bon, ça coûte quand même un peu cher. Et bref, c'est pas pratique pour des questions familiales. Et du coup, bah, j'ai été avec des gens en fait. En fait, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai vraiment été souvent confrontée par le côté, genre, je suis avec des gens avec qui, genre, c'est vraiment pas la même éducation. Enfin, c'est pas grave, genre, qu'on soit avec des gens qui n'ont pas reçu la même éducation, mais du coup, ça crée des. Je sais pas, parfois, vraiment, j'étais un peu plus mal à l'aise avec les gens avec qui je partageais pas les mêmes valeurs. Et du coup, bah, ça m'excluait vachement. J'étais aussi un peu snob, du coup, bah, ça aide pas. Mais en même temps, mon snobisme, c'était surtout le côté bah, que j'étais peut-être un peu mal à l'aise avec les gens, du coup, qui étaient pas comme moi. Moi, j'étais hyper épanouie dans mon cercle, bah, avec mes copines scouts et tout. Mais j'ai jamais pu vraiment créer beaucoup d'amitié profonde avec elles, justement parce que bah, j'étais pas dans la même école qu'elles, je faisais pas du coup les mêmes soirées, du coup, enfin bref. Les soirées qui étaient proposées au lycée, c'était des soirées où t'allais en boîte, où tu buvais à outrance et tout, et moi j'ai pas du tout été élevée dans ce domaine, ce qui n'est pas grave, genre je suis pas là pour critiquer, hein. C'est juste un constat, genre moi vraiment j'ai pas reçu tout ça comme éducation. Limite c'était un peu banni chez moi même, hein, donc voilà. D'autant qu'en plus on était vraiment une famille de filles, puisqu'on est 4 filles. Mon petit frère, bah c'est un gars, mais je veux dire c'est un petit, enfin à l'époque, que j'étais au lycée. Du coup bah c'est vrai que peut-être que ça explique pourquoi, mais ma mère elle était un peu stricte par rapport à ça. Ce qui fait que je suis très très peu sortie. Genre je suis jamais en boîte de ma vie. Oh, quoi? Et oui. Donc tout ça pour dire que j'étais... bah du coup je sortais jamais au lycée, j'allais jamais dans les soirées et tout. Les soirées que je faisais c'était quand il y avait mes potes scouts, c'était des soirées un peu de... comment ça s'appelle? Des soirées mondaines là. Aïe aïe aïe. Enfin faut pas prendre le cliché de ce que je vous dis, hein. On se calme, hein. C'est pas des trucs chelous, hein. C'est des soirées où en gros tu t'habilles bien, t'es dans un beau lieu, et t'as de la musique et c'est très sympa, hein. Genre vraiment, moi c'est comme ça que j'avais justement mes potes. Après t'as des gens snobs dans ces trucs là et des gens qui se le sont moins, bref, moi c'était les soirées dans lesquelles je me sentais un peu plus à l'aise parce que justement j'étais avec mes amis des scouts. Mais tout ça pour vous dire que bah j'en faisais pas beaucoup non plus parce que bon voilà, c'était peut-être 3 fois par an quoi, 4 fois. Mais bon. Du coup il y a eu le lycée, qui était franchement pas ouf. En plus le lycée, genre j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé un petit peu mais je vous en reparle un peu là. Puis je suis vraiment en galère avec ces étiquettes par contre les gars. C'est qu'en gros au lycée il y avait un prof en terminale qui était super vulgaire en cours. Il faisait des blagues de cul tout le temps. Il n'y avait que des sous-entendus et genre moi ça m'a commencé à me saouler parce que ça me mettait mal à l'aise. Mais vraiment mal à l'aise et ça me mettait en colère parce que je voyais les filles, en plus j'avais un an d'avance du coup, enfin j'avais un an de retard, qu'est-ce que je raconte, et du coup ça fait que je voyais des choses que les autres qui étaient peut-être un petit peu moins matures ne voyaient pas. Et moi ça m'énervait profondément de voir que ce prof il abusait en fait de l'ignorance de certaines filles en fait. Et bref, donc ce mec en fait je l'ai dénoncé et j'ai refusé d'aller à ses cours, c'était le prof d'histoire. Et ce qui a posé d'énormes problèmes parce que bah, c'est parti hyper loin. C'est parti hyper loin. Alors oui, ce prof n'était pas méchant,
Je veux dire, c'est un prof qui était plutôt dans le je fais des blagues. Mais sauf que faire des blagues de cul toute la journée, à chaque fois que tu as des élèves, et faire des blagues de gênantes, mater les filles, mater les jupes, mater les jambes, moi ça commençait vraiment à me gonfler. Et évidemment, il n'a pas apprécié que je le dénonce, mais je l'ai fait quand même. Et il m'a monté, puisque j'ai arrêté d'aller à son cours, parce que je refusais d'y retourner, il a monté toute la classe contre moi. Ce qui fait que je pouvais plus aller au lycée sans me faire harceler par les gens de ma classe, qui n'étaient pas très intelligents à l'époque. Certains que je recroise parfois à la fac, ça me fait marrer. Qui font du droit, alors qu'ils n'étaient même pas foutus de reconnaître du harcèlement. Ça me fait grave rire. Et bref, c'est pas du tout pour ça disait, hein, mais c'est la vérité ce qui s'est passé vraiment. Et tout ça pour dire que donc, toute la classe vraiment s'est montée contre moi. Et je me suis retrouvée toute seule, genre vraiment très isolée, toute seule, à cause de ce professeur. On a eu un rendez-vous avec le directeur, la CPE, ce professeur, moi. Et du coup, il y avait ma maman, parce que c'était ma représentante. Pourtant, j'étais majeure, mais je lui avais quand même demandé de venir, parce que je voulais pas être toute seule à raconter. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu te retrouves face à 3 adultes, 4 adultes, tu repars de la pièce, t'as pas de témoin, t'es tout seul. Et je voulais que ma mère soit là pour assister. Et elle a rien dit, hein. Elle était là en tant que témoin, elle m'a laissé vraiment me défendre. Et je n'avais pas forcément besoin d'aide, je me suis super bien défendue. Je pense que c'est ma première plaidoirie, sans déconner. J'y repense souvent et je me dis, putain, franchement, j'ai eu des couilles. Je pense pas que j'en aurais autant actuellement. Parce que franchement, je suis minable. J'avais recueilli tout plein de mots qu'il avait dit. J'avais bien chiadé mon truc pour vraiment le coincer. Il s'était foutu de ma gueule, il m'avait dit que je ferais rien de ma vie. Parce qu'à l'époque, je voulais faire sciences politiques et il m'a dit que j'y arriverais jamais. Ce qui est vrai, puisque j'ai pas eu le concours. Mais j'ai fait d'autres trucs, c'est pas grave. Et du coup, après cette espèce de petite plaidoirie que j'ai faite, j'ai négocié de ne plus retourner au lycée. Parce que je me faisais harceler par les gens de ma classe. Ce que la CPE n'a pas apprécié, mais en gros, c'était une condition qui n'était pas négociable. Et du coup, j'ai arrêté d'aller au lycée à partir du mois de mars, février-mars, de ma terminale. Donc, il y avait le bac. Et donc, j'ai dit que je réviserais toute seule. Ce que j'ai fait, j'ai acheté des bouquins, j'ai récupéré des cours, et j'ai révisé seule mon baccalauréat, avec mon baccalauréat. Avec donc le cours, enfin bref, je me suis débrouillée, hein, je sais plus exactement comment je me suis organisée, mais peu importe. Mais simplement, voilà quoi, genre c'était assez tendu quand même à la fin de ma terminale. Et du coup, oh je baille. Et du coup j'ai eu mon bac, heureusement, sans mention. Qui m'a fait, je me suis fait un peu éclater parce que mes sœurs elles avaient eu le bac avec mention. Mais bon bref, moi j'avais des circonstances particulières. Ce qui n'a pas forcément été pris en compte par ma mère, mais bon, peu importe. Et du coup bref, j'ai eu mon bac et ben, du coup ça a un petit peu aussi empiété mes choix sur Parcoursup. Parce que bah, du coup, j'étais pas du tout encadrée par des professeurs au niveau des délais pour faire les demandes, tous ces trucs-là. J'avais pas trop les trucs. Puisque j'étais plus au lycée, j'avais plus trop le cadre. Donc je me suis inscrite à la fac de droit. Je sais même pas comment. Genre vraiment, j'ai du mal à savoir pourquoi faire du droit. Genre je savais même pas. Je m'y suis inscrite, point. Je me suis inscrite en droit, enfin je vais faire de la science politique, donc c'est vrai que le droit me permettait justement de rentrer après en Sciences Po. Je me suis inscrite en droit et lettres, droit, histoire, droit, enfin j'ai essayé de faire des doubles licences. Parce que un peu dans ma famille, les études, mes sœurs elles font des très très hautes études, du coup bah il y a un peu cette pression aussi familiale, ce qui est très bien d'ailleurs parce que c'est important de faire des études, vraiment. Pourtant, je suis entrepreneur, pourtant tout ce que je fais actuellement, c'est pas le droit, c'est pas mes études qui me l'ont permis.
Pour autant, les études, c'est très important. Genre, là-dessus, faut pas déconner. C'est important d'en faire. Et d'en faire des bonnes. De choisir celles qui nous conviennent vraiment. Pas faire des études pour faire des études parce que tu n'arriveras jamais à les mettre en valeur, je trouve. Mais faire des études parce qu'elles te plaisent, ou en tout cas parce que tu penses que ça peut te convenir. Après, ça veut pas dire que tu vas exercer dans le milieu, c'est pas grave. Mais permets-toi simplement d'avoir ça, d'avoir ce bagage. Tu tombes malade. Ton mari ou ta femme décède. Un accident grave, t'as un enfant qui est malade, tu peux plus travailler. Au moins t'as ça, au moins t'as... Enfin, c'est important. C'est vraiment important d'avoir un bagage. Tu te fais licencier, tu veux, je sais pas quoi faire dans la vie, avoir du crédit pour lancer même ta propre boîte. Si t'as pas fait d'études et que t'as pas beaucoup de réseau, c'est dommage. Parce que tu t'empêches peut-être même d'aller plus loin encore. Donc vraiment faire des études, c'est important. Là-dessus, j'en suis vraiment intimement convaincue. Donc voilà, ça c'était mon petit passage maman conseil. Mais c'est important. Mais tout ça pour dire que j'ai choisi un peu au hasard mes études de droit. Et du coup, je me suis inscrite. J'ai été prise à la fac de droit de Dijon en licence classique. Pas en double licence, nulle part. Donc ça m'a un peu saoulée parce qu'en vrai, je voulais vraiment, comme je te l'ai dit, faire un double parcours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après la rentrée, je suis allée quand même faire toc 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 dans un bureau d'une dame, de la directrice en fait de la formation droit français-allemand, parce que moi je faisais beaucoup d'allemand à l'époque, pour la supplier de me prendre, et elle m'a demandé de faire une lettre de motivation, envoyer un CV. Et en fait ça, ce sont les prémices de mon leadership un peu que je me suis développée, parce que je me suis un peu battue. Et j'ai pris les devants pour essayer justement de changer mon destin qui était un peu guidé par le fait que j'avais pas été prise sur APB dans ces formations, oui c'était APB à l'époque, j'avais pas été prise, j'avais pas, voilà, et du coup j'ai un peu fait du forcing et ça m'a beaucoup aidé. J'ai été admise, j'ai été prise dans cette formation, j'étais très fière, vraiment. Et finalement après j'ai arrêté mes études de droit, enfin j'ai validé ma L1. On panique pas. Et ensuite j'ai changé de voie. J'ai changé de voie pour faire d'autres choses. Mais du coup, voilà, un peu de ma vie jusqu'à mes 25 ans. Du coup, il y a eu mes études de droit. Et ensuite, il y a eu ma période à Paris. Donc là, c'est une autre période qui est pas hyper cool. En vrai, vous allez croire que ma vie, c'est de la merde, mais pas du tout. Mais c'est des expériences, en fait, dans la vie. Et je pense que celles qui sont très négatives, elles nous marquent encore plus que celles qui sont positives. Et d'ailleurs, quand on est content pour quelque chose de positif et que ça nous donne de l'émotion ou que ça nous fait pleurer, généralement l'émotion qu'on ressent, c'est tout le chemin parcouru avec justement ces grosses épreuves là qui nous reviennent dans la tête. Donc c'est que ça a vraiment de l'impact en fait dans notre vie. Il faut savoir les analyser et savoir s'en faire des alliés en fait, parce que de toute manière tu pourras pas t'en défaire. Genre des épreuves, elles ont été là, elles sont là, elles font partie de toi. À toi d'en faire quelque chose en fait. Et moi, je suis partie à Paris faire une licence DCG, diplôme de comptabilité gestion. J'étais très contente. Meilleure école de DCG de Paris, meilleur cabinet d'audit de Paris, quand même au niveau international. Tout bien. J'avais mon petit appart dans le premier arrondissement. Enfin, franchement, je gagnais ma petite tunasse. Je passais mes week-ends à Saint-Malo parce que Gabriel habitait là-bas. Franchement, j'avais pas à me plaindre. Hein. C'est juste que les études ne me plaisaient pas. Genre vraiment, c'était horrible. Genre le droit me manquait tellement. En fait, ce qui me frustrait, c'est que oui, dans les licences de DCG, tu fais du droit. Mais la première année de DCG, tu fais pas beaucoup de droit. T'es beaucoup plus dans des trucs un peu chiants de comptabilité. Deuxième, troisième année, là, t'es dans vraiment, tu fais du droit. Et bref, moi, la première année, malheureusement, j'ai pas réussi à la tenir, à m'en faire quelque chose. Et en plus de ça, au travail, ça se passait super mal. Genre, mon boss, il arrêtait pas de dire que j'étais conne à tout le monde, et qu'il voulait me faire passer un test de QI. Enfin, vous imaginez un peu l'humiliation. C'était vraiment stressant. Et pas très cool d'ailleurs. Bref, et donc j'ai arrêté cette école, pareil, au mois de février. Je
suis partie avec des mots très durs du chef de l'établissement de l'école qui m'a dit du genre je vous retrouverai au Carrefour en tant que caissière ou des conneries comme ça. Le mec, ça va pas bien la tête, c'est zozo quoi. Et bref, et du coup, bah, le dilemme, et ça se trouve, toi t'es dans un dilemme comme ça, genre ouais, t'arrêtes tes études en cours d'année, mais après tu fais quoi? Tu peux pas rien foutre. Moi je voulais pas faire des petits boulots, c'était pas du tout ma cam. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, pars. Genre, quitte tout, fais-toi un gros break et pars à l'étranger, va vivre une expérience, va faire ton anglais, va faire des choses positives. Et après, tu te remets un gros coup dans les fesses et tu reprends tes études de droit. Et là-dessus, je suis très fière de moi. Donc, vous voyez, dans les épreuves, on peut être fier de soi quand même. Enfin, surtout dans les échecs. Parce que justement, j'ai réussi à me mettre un gros coup de pied aux fesses pour reprendre mes études de droit. Donc, je suis partie à Londres. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais jeune fille au père, j'ai rien fait d'extraordinaire. Dans une famille de fous d'ailleurs. Enfin, de fous, genre ils étaient vraiment cinglés. Mais peu importe, genre j'ai vécu là-bas 3-4 mois, machin, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est terminé. Et au mois d'août, je me suis payée, je sais plus combien de séances, mais de tête, je dirais entre 5 et 8 séances peut-être, de remise à niveau de droit avec une nana qui habitait sur Rennes. Moi, je m'étais inscrite à la fac du coup à Saint-Malo, pas à Saint-Malo, puisque je raconte, à Laval. Et bref, je me suis vraiment dit, tu vas faire du droit administratif. Parce que moi, mon objectif, mon rêve ultime, c'était de bosser pour l'ONU. Et donc, c'était plutôt du droit public. Donc, mon gros stress pour la L2, c'était de pas réussir le droit administratif. Genre vraiment, j'étais persuadée que j'allais pas réussir le droit administratif. Et qu'il fallait pourtant que je sois forte dans cette matière, parce que justement, c'était la matière qui me permettait de passer les concours plus tard. Et quand je prends du recul, je me dis, je me suis mis une pression. Et du coup, bah, j'ai pris ces cours. En vrai, ça m'a pas aidée. C'est juste, ça m'a déstressée. Parce que tout ce qu'elle a pu me raconter, j'y comprenais rien. Donc, en fait, ça m'a rien apporté sur le moment. Mais en termes pédagogiques. Mais par contre, ça m'a rassurée. En fait, j'ai pris confiance en moi. J'étais fière de moi. J'avais vraiment économisé mon argent pour justement me payer ses heures de cours de soutien. Et là-dessus, j'ai été super fière de moi. Parce que je me suis dit, j'ai accompli ça, j'ai travaillé pour me payer des cours de soutien pour justement pouvoir être forte dans mes études. Et je trouve que ça montre quand même une certaine maturité, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je suis assez fière de moi par rapport à ça. Parce que je me dis, bah, ma cocotte... bravo, t'aurais pas pu mieux faire. Donc bref, j'ai pris ces cours, je me suis inscrite à la fac à Laval, une année que j'ai très bien vécue. J'avais très peur de ne pas réussir. Bah, j'en ai parlé dans le dernier Lunch With Me, mais ça s'est très bien terminé. Enfin, voilà, vous savez un peu tout par rapport à ça, il y a le Covid, tout ça, mais bon, ça s'est quand même bien goupillé, j'ai validé mes années, tout ça. Donc voilà. Et me voilà, 25 ans, en train de coller des étiquettes pour envoyer un magazine. Elle est pas belle la vie. Mais ouais, c'est vrai qu'on peut avoir une image de nous-mêmes à 15 ans, quand on aura 25, qui est complètement délirante par rapport à ce qu'on est vraiment. Parce que c'est... Après, je regrette pas, genre je suis qui je suis, et c'est très bien, et tant mieux. Et qu'est-ce que je peux me souhaiter pour les 25 prochaines autres années? Vous imaginez, dans le double de mon âge, j'ai 50 balais. Ça fait flipper quand même. Alors vraiment, ça me fait vraiment flipper. Donc bref, parlons-en de ces 25 prochaines années. Bah, j'espère surtout que mon travail aura payé. Que tout ce que je peux faire, je l'ai fait, et que je sois restée dans ma ligne de conduite, dans mon éthique, dans ma vision du business, du travail, des valeurs de la vie. J'espère vraiment que tout ça, ça sera pareil. Et que j'aurai respecté mes engagements, parce que c'est important. Que bah, j'aurai ma famille aussi, parce que bah, j'aimerais bien avoir ma famille. J'espère qu'à 50 ans, j'aurai quand même des enfants. On verra. J'espère
avoir ma maison. Moi, c'est un peu mon Graal, genre, j'aurais réussi ma vie quand j'aurai ma belle maison. J'ai dessiné ma maison sur Cozy Casa, elle est prête, elle est nickel, elle attend que le chèque. Moi, j'attends les sous, elle attend le chèque. Donc, pour ça, il faut travailler. Et bien travailler. Donc, bref, il y a ça. Voyager, parce que franchement, je veux vraiment voyager. Ça me transporte de ouf. Je veux pouvoir créer, innover, réussir à toujours mettre en vie mes ambitions. Genre, pas me laisser tomber. Pas croire que je vais pas y arriver, mais essayer d'y croire et de faire les bons choix. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me souhaite. Et j'aimerais vraiment aussi... J'ai l'impression que je suis en train de faire une commande McDo. Barbecue, sauce de luxe. Mais ouais, j'aimerais aussi savoir bien rebondir en cas d'échec. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de conserver, en tout cas réussir à mieux rebondir, à faire les bons choix, à rester honnête, à voilà, pas rentrer dans les rouages de tout ce qui peut, parce qu'il faut pas croire, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de manière générale, le business, tout ça, pas rentrer dans un rouage vicieux, pas honnête, un truc qui pue, enfin voilà, je veux vraiment essayer un maximum de rester dans mes valeurs. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et on peut être très vite perverti par le système et je veux pas tomber dedans. Donc voilà. Et puis voilà. Et vous ferez quoi dans 25 ans, hein? J'espère que vous aurez réalisé aussi vos projets et puis que vous en aurez d'autres surtout. Parce qu'à 50 balais, les gars, c'est le début de la vie. On a la thune, on est proche de la retraite, on a les gosses qui sont grands, donc on profite. C'est pas mal, hein? Là, on est en train de travailler comme des oufs. Alors qu'à 50 balais, t'es beaucoup plus posé. Je te le dis, moi, gamin. Bon, bientôt fini ces étiquettes, moi. On va pouvoir aller regarder Koh-Lanta. Ne me dites rien, ne me spoilez pas. Vous ne dites rien. Je veux savoir qui a été éliminé. Ouais, tu ne regardes pas Koh-Lanta? Et qui es-tu? Hop, moi je regarde toutes les émissions. Pas compliqué. À part, non, pas tout. Je regarde jamais les machins de télé-réalité. J'avoue. Je suis les nanas sur Instagram parfois. Genre j'en suis 2, j'avoue. Et voilà. Mais je regarde pas. Parce que sinon, je sais que je vais regarder, que je vais kiffer parce que c'est de la merde à regarder. Mais par contre, je trouve vraiment, je pense que c'est pas bien pour le cerveau. Par contre, je regarde Koh-Lanta, Pékin Express, Top Chef. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Maison à vendre. Oh, Maison à vendre, ça c'est la vie. J'ai regardé quoi? The Voice. J'ai regardé L'amour est dans le pré, première fois. Oh, ça va, c'est pas mal. C'est juste qu'on se disait avec Gap, et ce qui est vrai quand même, c'est le côté un peu... genre toutes les nanas ou tous les mecs qui sont rendez-vous sur le même week-end pour se rencontrer, ça on trouve ça un peu chelou et c'est vrai. Ça crée grave des tensions alors que, bah, normal, tu vois. Mais, oula. Mais ouais. Donc là, ce soir, petit programme Koh-Lanta. Tranquille. Je sais pas ce qu'on mange, on verra. Pas des pâtes. Mais on verra ça. Bon. Et ben j'espère que vous êtes bien maquillés, vous avez bien mangé. Que ce format de vidéo vous a plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de pouvoir à nouveau échanger avec vous, parler un peu de ma vie, parler des choses simples. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bisous.